Sarah, t'es là? Ah, c'est incroyable cet endroit. Qu'est-ce que tu fais? Je change cette plante de pot parce que... Oh, des haricots verts! Ah ça, c'est des petits pois en fait. Ah, ok, cool. C'est chouette de fabriquer ses propres légumes. C'est quand même la nature qui fait le plus gros du boulot. Je ne les fabrique pas vraiment, tu sais. Ah oui, t'as raison. En plus, elle nous donne aussi plein de matières premières pour construire des choses, se déplacer. Ouais, tu dis ça parce qu'on est habitué à voir la nature d'un point de vue utilitaire, comme ce carré de plantes là, tu vois. Certaines peuvent servir à fabriquer des médicaments par exemple. Ah ouais, on dirait pas. Mais à un niveau bien plus basique, la nature nous permet surtout de respirer en fait. C'est-à-dire? Elle absorbe plus de la moitié des polluants qu'on produit. C'est un système assez fascinant et super complexe. Et ça, c'est quoi? Des pois de senteur. Ah, c'est une autre variété de petits pois. Non, ça se mange pas, c'est juste joli et ça sent bon. C'est ça qui te plaît dans le fait de jardiner? C'est que ce soit beau? Ouais, entre autres. Tu sais, la nature, c'est pas seulement une ressource, c'est aussi une expérience. Comment ça, une expérience? C'est une expérience parce qu'on entretient un rapport sensible avec elle, à la fois physique et psychologique. Tu vois, être en contact avec la nature nous aide à construire notre identité et à apprendre des choses. Des études ont même montré qu'être simplement dans la nature renforce notre système immunitaire, diminue le stress, réduit la dépression et améliore l'humeur. Wow, rien que ça? Ça augmente l'espérance de vie, du coup? Ouais. Mais tout ça, c'est en train de changer, non? C'est de plus en plus compliqué de profiter de la nature sans penser aux conséquences négatives des activités humaines. C'est triste de voir de moins en moins d'oiseaux, de voir des paysages pollués ou détruits. C'est peut-être moins évident pour toi, mais ça a un impact sur ta santé aussi. Dans la culture occidentale, on a clairement perdu de vue à quel point on est des êtres biologiques qui sont interconnectés avec tout le reste du vivant. On assimile souvent la nature à un environnement, comme quelque chose qui serait autour de nous, mais dont on serait détaché. Alors que si on nuit à la nature, les humains aussi en paient les conséquences. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a eu les incendies de 2020 qui ont touché tellement de pays. Tous les ans, il y a de plus en plus de phénomènes extrêmes de ce genre. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, ça semblait une menace qui planait au-dessus de nous, mais sans se concrétiser vraiment. Par exemple, en 2006, le typhon Durian aux Philippines a été aggravé par l'éruption du volcan Mayon quelques mois plus tôt. Il y a eu des glissements de terrain qui ont enseveli des villages entiers comme ça d'un coup. Et les champs qui ont été recouverts par l'éruption vont être inutilisables pendant des années. Le pire dans tout ça, c'est que presque 20 ans plus tard, les conséquences sont encore très concrètes. On parle beaucoup des dégâts matériels et des traumatismes physiques, mais en réalité, il y a aussi des conséquences à long terme comme les maladies respiratoires et cardiovasculaires, sans parler des séquelles psychologiques. Ça me fait penser aux grands accidents comme les pétroliers qui font naufrage ou les accidents nucléaires. Ces accidents-là font l'actualité parce qu'ils sont très soudains, alors que la pollution se diffuse pendant des dizaines, voire des centaines d'années. Mais malheureusement, la pollution est partout. Les êtres humains sont presque tous exposés à la pollution chimique. Ah bon, à ce point-là? Ouais, C'est les déchets plastiques? multipliés par 10 depuis les années 80. Les pots d'échappement des transports? Pas seulement, les rejets industriels surtout, les millions de tonnes de déchets toxiques non traités déversés dans les eaux du monde entier. Eh ben nickel. En parlant de nickel, tiens, les déchets électroniques et les mines qui détruisent les sols, ça aussi c'est de la pollution. Encore une fois, c'est pas seulement la nature qu'on abîme, c'est directement notre santé. Là je te parle de millions de personnes mises en danger chaque année, des maladies, des handicaps, des décès prématurés, etc. Des millions, vraiment? Mais oui, regarde, en 2015, 9 millions de personnes sont décédées à cause de la pollution. J'ai du mal à me rendre compte. Toutes causes de décès confondues, ça fait 16%. C'est-à-dire 15 fois plus que les décès dus à des guerres et d'autres types de violences. Ça peut aller jusqu'à 1 décès sur 4 dans les pays les plus touchés. Ouais, en effet, c'est énorme. Et tu veux que je te parle d'un truc encore plus inquiétant ? Oh bah là, au point où on en est, vas-y, fais-moi un tableau complet, hein. La vraie catastrophe est quasi invisible et elle s'aggrave de plus en plus rapidement. C'est l'extinction des espèces végétales et animales. À ton avis, il y a combien de pourcents d'espèces qui sont menacées d'extinction ? Je sais pas, la moitié? Ah non, quand même pas, heureusement, c'est plutôt de l'ordre de 28% en fait. Tu vois, tu m'as rendu plus pessimiste que nécessaire avec ta liste de catastrophes. Alors là, compte pas sur moi pour te rassurer, parce que 28% c'est déjà énorme et c'est super grave. Et pourquoi finalement? Enfin, je veux dire, s'il y a moins d'espèces de lapins différentes par exemple, ça veut dire que les espèces qui restent vont plus se développer, ils prendront la place en quelque sorte, non? C'est pas comme ça que ça marche la biosphère? Alors, la biosphère, c'est l'ensemble des organismes vivants qui se développent sur la Terre, et la biodiversité par contre, c'est la variété des individus qu'il y a dans un écosystème. Eh bien, cette diversité diminue plus rapidement que jamais dans l'histoire de l'humanité. Ce taux de 28% dont on parle là, il est des dizaines, voire des centaines de fois plus élevé que la moyenne sur les 10 millions d'années précédentes. Ah ouais, maintenant que tu le dis comme ça a pas l'air très cool. Mais ça m'explique pas pourquoi on a besoin de cette diversité. Attends, j'y viens.
Un exemple tout simple mais troublant. Les 3/4 des cultures dépendent de la pollinisation. Tous les insectes ne pollinisent pas les mêmes plantes. Si trop d'espèces s'éteignent, alors comment est-ce qu'on va faire pour se nourrir ? D'une manière générale, la diversité est essentielle parce qu'elle permet aux écosystèmes d'être plus stables. Quand un écosystème est très diversifié, il s'affaiblit moins et il absorbe plus facilement les polluants. Ah, c'est comme les amis en fait. Il vaut mieux privilégier la qualité que la quantité. Ça marche peut-être pour les amis, mais pour ce qui est de la nature, la quantité c'est tout aussi important. Alors, je sens que je vais pas aimer la suite. La quantité de mammifères sauvages a baissé de 82% depuis la préhistoire et décline encore plus rapidement depuis 1970. C'est simple, s'il n'y a plus assez d'environnement sauvage, l'équilibre eau, air, terre qui nous maintient en vie peut basculer et ne plus fonctionner. Bon, c'est pas joyeux. Et puis c'est important de noter aussi que la biodiversité nous protège des nouvelles maladies. Ah bon, c'est-à-dire ? Les 3/4 des nouvelles maladies infectieuses qui apparaissent sont des zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui sont transmises à l'homme par les animaux. Elles sont de plus en plus nombreuses. Mais dans ce cas, pourquoi la nature a un rôle protecteur si les maladies viennent des animaux ? C'était pour voir si tu suivais. Ah ah ! C'est justement la diversité des espèces qui freine l'apparition des maladies chez l'homme. C'est ce qu'on appelle l'effet de dilution. Dans un élevage, la diversité des espèces est vraiment très réduite. Donc si une maladie se déclare, elle se propage très vite, et nous, en entrant en contact avec ces animaux, on a beaucoup plus de chances de contracter les maladies, nous aussi. Et du coup, c'est moins le cas dans la forêt ? En fait, pas vraiment, mais pour une autre raison. Les maladies qui circulent dans un milieu sauvage sont beaucoup moins contrôlées que dans un élevage. Donc il y a beaucoup de risques de tomber sur un porteur sain. Mais alors du coup, vaut mieux pas se promener en forêt du tout. Je croyais que c'était bon pour mon bien-être et tout. Se promener, c'est ok. Mais la déforestation qui est principalement provoquée par l'extension des surfaces agricoles, l'agriculture intensive, la chasse, la capture d'animaux, etc., tout ça force les animaux sauvages à entrer en contact avec les animaux domestiques et les êtres humains. C'est ça qui favorise la transmission. D'accord. Bon, je comprends mieux pourquoi la biodiversité est tellement centrale dans les questions environnementales. Tous ces problèmes ont l'air tellement imbriqués les uns dans les autres. À part que nos actions détruisent l'environnement et que ça a des conséquences graves, je ne sais pas trop quoi en retirer. C'est déjà pas mal. Mais pour aller plus loin, il faut dézoomer de notre point de vue d'humain pour prendre en compte toute la planète. Le vivant repose sur l'interaction entre les océans, l'atmosphère et les terres. Ce sont les systèmes naturels. Cette relation est constamment en mouvement et s'équilibre pour maintenir la vie. On peut voir la Terre comme une grande toile d'araignée où tout est connecté. Elle s'étire et se contracte pour absorber les perturbations et les tensions. Ça permet de maintenir l'équilibre du système. Mais il est loin d'être 100% robuste. Nos activités influencent les systèmes naturels et les modifient tellement qu'on n'est pas loin du point de rupture. C'est l'habitabilité de la Terre qui est en jeu. Notre survie, rien que ça. Comment on peut savoir où on en est ? Est-ce qu'il est déjà trop tard ? Une équipe scientifique internationale a établi le concept de limite planétaire. On peut les résumer en plusieurs catégories dont on a déjà un peu discuté. Pour chacun, il y a un seuil à ne pas franchir pour que l'équilibre soit maintenu. Et alors, on en est où ? Pour certains, on a encore de la marge, pour d'autres, ça devient très critique. Et tu penses que ça peut faire bouger les choses ? C'est seulement un outil, créé par les scientifiques de la recherche en santé planétaire pour établir des constats et poser des limites. Ensuite, pour que ces limites soient respectées, il faudrait un changement drastique au niveau socio-économique. Ouais, je vois, ça prend une autre dimension. En tout cas, avant que tu me l'expliques aujourd'hui, j'avais pas aussi précisément conscience qu'il y a un lien entre préserver la nature et préserver notre santé. Tiens d'ailleurs, tu connais le concept d'amnésie environnementale ? Ah non, pas du tout. Ah, il faut que je t'explique, c'est passionnant. Mais d'abord, il faut que j'aille semer les radis, tu veux m'aider ? Allez, d'accord.